En juillet 1942, le régime nazi a ouvert un centre dans le nord-est de la Pologne qui n'autorisait ni la détention prolongée ni le travail forcé. Dès sa conception, chaque élément répondait à un objectif précis: recevoir, traiter et éliminer. C'est à cet endroit que des centaines de milliers de personnes, transportées depuis les ghettos de toute l'Europe, ont disparu en un peu plus d'un an. Son existence marque l'une des phases les plus avancées de la politique d'extermination planifiée par le Troisième Reich. Quel type de personnel dirigeait et exécutait cette opération quotidienne? Comment a-t-il été possible de tuer des milliers de personnes par jour sans laisser de traces? Et pourquoi ont-ils tout détruit juste avant la fin? La naissance de l'horreur, du camp de travail au centre d'extermination. Au cœur des forêts polonaises, à environ 100 km au nord-est de Varsovie, un lieu est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale qui incarne l'essence même de l'industrialisation du mal. Treblinka a commencé comme un modeste camp de travail en novembre 1941, établi à côté d'une carrière de gravier auparavant exploitée par un industriel polonais. L'emplacement n'était pas accidentel. Le site disposait déjà d'infrastructures adaptées aux opérations prévues. Une branche ferroviaire de 6 km reliée à la ligne Małkinia-Sokołów-Podlaski, qui facilitait le transport de matériaux et, plus tard, de personnes. Cet élément logistique s'avérera crucial dans son évolution vers un centre d'extermination. La création de Treblinka répondait initialement à la stratégie économique du Reich. Le système nécessitait de la main-d'œuvre pour l'extraction du gravier destiné à la construction de routes et pour les projets d'irrigation sur les terres agricoles près de la rivière Bug. Les prisonniers, principalement juifs et polonais, travaillaient dans des conditions extrêmes sous le commandement du SS Obersturmführer Theodor van Eupen, un juriste de Düsseldorf devenu administrateur du camp. Le camp romain fonctionnait avec une structure simple mais efficace: des baraquements en bois, des tours de guet et une clôture en fil de fer barbelé de 2 mètres de haut. L'état-major permanent se composait à peine d'une vingtaine de SS allemands et d'une centaine de gardes auxiliaires ukrainiens formés au camp de Trawniki. Ce petit contingent suffisait à maintenir un régime disciplinaire extrêmement sévère, où toute violation était punie d'exécution publique. Peu d'entre eux ont survécu plus de quelques mois en raison d'un travail épuisant, d'une malnutrition chronique et de conditions insalubres. Les rations se composaient à peine de pain rationné et de soupe liquide. Sur les quelques 20 000 prisonniers qui sont passés par Treblinka entre 1940 et 1944, on estime qu'au moins la moitié sont morts dans le camp. Le tournant se produira avec la mise en œuvre de l'opération Reinhard, le plan conçu par le SS Obergruppenführer Odilo Globoknik pour exterminer les Juifs du gouvernement général. Cette opération, conçue fin 1941 et exécutée entre 1942 et 1943, fut formellement lancée après la conférence de Wannsee où furent définis les mécanismes précis de la solution finale. La décision d'utiliser Treblinka comme plateforme d'extermination de masse était fondée sur des facteurs stratégiques spécifiques: son emplacement éloigné, loin des grands centres urbains, sa liaison ferroviaire qui facilitait le transport de masse depuis les ghettos densément peuplés et une expérience administrative antérieure dans le traitement des prisonniers sous contrôle SS. En juin 1942, la construction de Treblinka II a commencé en secret, à seulement 1,5 km du camp de travail d'origine. Le principe était radicalement différent. Il ne s'agissait plus d'exploiter la main-d'œuvre, mais d'éliminer systématiquement des populations entières. Le modèle de Belzec a été utilisé comme base, mais avec des améliorations opérationnelles significatives axées sur l'optimisation du flux de victimes, l'augmentation de la capacité des chambres à gaz et l'établissement d'une plus grande efficacité dans l'élimination des corps. La construction a progressé à un rythme rapide et en moins d'un mois, le champ était prêt à être exploité. Le 23 juillet 1942, le premier transport arrive du ghetto de Varsovie, marquant le début d'un processus industriel de mort qui s'étendra jusqu'en août 1943. La direction initiale du camp fut confiée au SS Hauptsturmführer Irmfried Eberl, médecin du programme d'euthanasie forcée Action T4. Cependant, son administration était chaotique, même selon les normes nazies. Les corps s'accumulaient sans être traités correctement et les transports subissaient des retards importants. Face à cette situation, Globoknik le remplace en septembre 1942
par Franz Stangl, qui avait déjà démontré son efficacité criminelle comme commandant à Sobibor. La transformation de Treblinka a représenté un changement fondamental dans l'application du pouvoir nazi. Le site a cessé d'avoir toute fonction économique. Leur seul but était l'élimination physique immédiate. À la fin de sa période d'exploitation, environ 870 000 personnes, principalement des Juifs, y ont été assassinés, ce qui en fait le deuxième camp de l'Holocauste le plus meurtrier, surpassé seulement par Auschwitz-Birkenau. Ingénierie de la mort, conception et exploitation de Treblinka 2. Treblinka 2 a été créé comme une application technique et organisationnelle dans le but d'exterminer l'humanité. Son périmètre couvrait environ 17 hectares, soigneusement isolés de l'environnement par des murs naturels formés d'arbres densément plantés et de clôtures en fil de fer barbelées couvertes de branches entrelacées. Cet isolement visuel avait un double objectif: empêcher toute observation extérieure et empêcher les victimes de comprendre leur sort avant d'être conduites aux chambres à gaz. La structure opérationnelle suivait un modèle fonctionnel divisé en 3 secteurs principaux qui permettait un flux constant et unidirectionnel de victimes tout au long du processus d'extermination. Cette distribution spatiale reflétait la progression inexorable de l'arrivée à la mort, optimisant chaque phase pour maximiser le volume de personnes traitées tout en minimisant les ressources et les preuves. La zone d'accueil, également appelée champ inférieur, représentait le point d'entrée des trains. L'un des aspects les plus sinistres de la conception était la reconstitution méticuleuse d'une gare ferroviaire conventionnelle avec une horloge en bois, des panneaux et un faux guichet. Ce dispositif élaboré avait pour but de maintenir l'illusion que les nouveaux arrivants avaient été transférés pour être réinstallés dans le monde du travail, permettant ainsi aux SS de maintenir un certain ordre sans recourir immédiatement à la violence ouverte. La plateforme de réception n'était pas une structure permanente, mais un remblai de terre compacté avec des traverses en bois et des voies ferrées. Sa capacité permettait le déchargement simultané de 20 à 40 wagons, traitant entre 5 000 et 8 000 personnes par convoi. Cette conception logistique a été conçue pour éviter les goulots d'étranglement dans le flux des victimes. Après l'atterrissage, la première segmentation a eu lieu. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. Les personnes faibles, malades ou âgées étaient discrètement emmenées pour être exécutées directement dans la zone connue sous le nom de lazaret, un espace déguisé en établissement médical qui était en fait une zone de peloton d'exécution. La phase suivante était le processus de désinfection. Sous ce prétexte sanitaire, les victimes ont reçu l'ordre de remettre tous leurs objets de valeur et de se déshabiller complètement. Dans des baraquements séparés par sexe, on collectait méthodiquement des documents d'identité, de l'argent, des bijoux, des montres, des vêtements, des chaussures et même des prothèses et des lunettes. Ces biens ont été classés, transportés vers des entrepôts et finalement envoyés en Allemagne. Ce processus de pillage systématique avait sa propre comptabilité spécifique au sein du camp. Entre la zone d'accueil et la zone d'extermination se trouvait la zone administrative qui abritait les quartiers d'habitation des officiers SS, les casernes des gardes ukrainiens, les cuisines, les salles de stockage et une infirmerie réservée exclusivement au personnel. Au total, une trentaine d'officiers allemands et une centaine de gardes auxiliaires suffisaient à actionner toute la machine de mort. La zone la plus fortement gardée était le camp supérieur, auquel seuls les prisonniers du Sonderkommando, les techniciens du gaz et les superviseurs SS avaient accès. Ici se trouvaient les chambres à gaz, les fosses funéraires, les fosses d'incinération et les morgues. Cette zone était séparée du reste par une haute clôture dense, construite avec des branches de pin entrelacées avec un grillage qui empêchait complètement la visibilité depuis les autres zones du camp. L'un des éléments les plus caractéristiques de la conception était le Schlauch, ou chemin vers le ciel, un couloir étroit d'environ 100 mètres de long et 2 mètres de large, flanqué de hauts murs en bois recouverts de branches et de fils de fer. Ce couloir reliait directement les baraques de désinfection aux chambres à gaz. Leur étroitesse et leur disposition empêchaient les victimes de voir où elles allaient ou de revenir une fois leur voyage commencé. Les premières installations mortelles de Treblinka consistaient en 3 chambres à gaz grossièrement construites en bois et recouvertes de papier peint pour simuler des douches. Chaque chambre mesurait environ 4 mètres de large sur 8 mètres de long, avec une hauteur de 2 mètres et demi.
La capacité totale initiale était d'environ 900 personnes par cycle d'exécution. Ces premières chambres se révélèrent bientôt insuffisantes pour traiter le volume de déportés arrivant quotidiennement. En août et septembre 1942, sous les ordres du SS Hauptscharführer Lorenz Hackenholt et de l'architecte Erwin Lambert, tous deux vétérans du programme Action T4, un nouveau bâtiment en maçonnerie fut construit, divisé intérieurement en 10 chambres indépendantes. La nouvelle structure était considérablement plus solide, avec des murs en briques de 40 cm d'épaisseur et des toits renforcés. Les portes incorporaient des joints en caoutchouc industriel et de faux évents ont été installés au plafond pour compléter l'illusion de douche. Ce complexe a considérablement augmenté sa capacité opérationnelle, permettant d'exécuter jusqu'à 3000 personnes simultanément en un seul cycle de 30 minutes. Le système de gazéification utilisé à Treblinka était basé sur des moteurs diesel soviétiques capturés, généralement des modèles V2 à 12 cylindres, conçus à l'origine pour les chars T-34. Ces moteurs fonctionnaient à faible compression, générant de grands volumes de monoxyde de carbone au lieu de dioxyde, ce qui les rendait particulièrement mortels dans les espaces clos. Les gaz étaient acheminés de la salle des machines par des tuyaux en acier galvanisé vers des chambres scellées où ils s'accumulaient rapidement jusqu'à atteindre des concentrations mortelles. La chaleur générée par les moteurs a également contribué à accélérer l'asphyxie hypoxique, réduisant ainsi le temps nécessaire pour terminer un cycle de fonctionnement. Bien que le modèle général de Treblinka ait été inspiré par le camp de Belzec, ses concepteurs ont introduit des améliorations substantielles. Alors que Belzec ne disposait que de 3 chambres à gaz, Treblinka a étendu cette capacité à 10 dans sa nouvelle structure en maçonnerie. De plus, le flux des victimes a été réorganisé pour éviter les goulots d'étranglement. Des zones d'attente intermédiaires, des couloirs plus larges pour les Sonderkommando et un système de signalisation interne ont été mis en place pour faciliter les déplacements continus sans interaction entre les groupes. Ces améliorations ont triplé la vitesse de traitement et réduit la marge d'erreur humaine lors de chaque opération. La construction des nouvelles chambres à gaz et d'autres installations importantes a été assurée par des fournisseurs locaux subordonnés à l'appareil administratif du gouvernement général. Les briques et le ciment provenaient des usines de Sokołów-Podlaski et de Małkinia, tandis que les portes blindées et les joints en caoutchouc utilisés pour sceller les chambres étaient expédiés depuis des ateliers de métallurgie de Lublin qui approvisionnaient auparavant les hôpitaux militaires. Ces compagnies opéraient sous la supervision du SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt WWHA, qui était chargé de coordonner les ressources matérielles du système des camps. Contrairement aux installations improvisées sur d'autres points du front de l'Est, Treblinka a été conçu comme une structure permanente malgré sa fonction temporaire. Les chambres à gaz ont été renforcées avec du béton supplémentaire dans les fondations pour résister aux cycles thermiques extrêmes et faciliter le lavage entre les exécutions. Les toits étaient recouverts de tôles ondulées en zinc résistantes aux intempéries et les tuyaux étaient contrôlés toutes les 2 semaines par une équipe technique interne composée de 3 mécaniciens allemands. Cette approche a permis au système de fonctionner sans interruption pendant les périodes de pointe d'activité au cours du second semestre de 1942. Contrairement à Auschwitz, où le Zyklon B était utilisé, la méthode d'exécution à Treblinka utilisait du monoxyde de carbone produit par des moteurs à combustion interne. Des moteurs diesel soviétiques de grande puissance ont été utilisés, probablement obtenus à partir de chars capturés. Ces moteurs étaient installés dans une pièce attenante au bâtiment de la chambre, d'où les gaz d'échappement étaient canalisés par des tuyaux métalliques directement vers l'intérieur, provoquant l'asphyxie en quelques minutes. Le choix de cette méthode répondait à des critères pratiques. Elle était économiquement efficace, le gaz était invisible et elle ne nécessitait pas d'installation sophistiquée ni de personnel spécialisé. L'ensemble du processus, depuis l'entrée jusqu'à la mort, a pris entre 20 et 30 minutes, selon la charge humaine et les conditions environnementales. L'efficacité du système se reflète dans les chiffres de traitement. Selon les données disponibles, Treblinka fonctionnait avec une capacité maximale estimée de 12 à 15 000 victimes par jour. L'ensemble du cycle, depuis l'arrivée du train jusqu'à l'enterrement ou la crémation des corps, a été réalisé en environ 3 heures, permettant de traiter plusieurs envois en une seule journée. Alors que l'opération Reinhard intensifiait ses déportations,
Notamment après le début de la liquidation du ghetto de Varsovie en juillet 1942, le système de Treblinka connut diverses extensions techniques. Le bâtiment de la chambre à gaz a été agrandi avec une deuxième aile. Des fosses communes temporaires d'une longueur maximale de 100 mètres ont été construites. Et plus tard, des crématoriums improvisés ont été installés en utilisant des grilles métalliques fabriquées à partir de rails de chemin de fer au-dessus de tombes ouvertes. En mars 1943, à la suite d'une inspection menée par Heinrich Himmler, l'ordre fut donné d'intensifier les efforts pour éliminer toute preuve physique de l'extermination en brûlant systématiquement les cadavres. Cette phase a représenté une adaptation technique importante avec la création de systèmes de crémation à ciel ouvert capables de traiter des milliers de corps quotidiennement. La machinerie génocidaire, transport, classification et élimination. Le réseau ferroviaire constituait l'épine dorsale du système d'extermination de Treblinka. Le camp était stratégiquement relié à la ligne secondaire Małkinia-Sokołów-Podlaski, qui à son tour reliait les principaux centres urbains où était concentrée la population juive du gouvernement général. Cet emplacement permettait un transport direct depuis Varsovie, Radom, Białystok et d'autres villes, et même depuis des régions aussi éloignées que Thessalonique en Grèce. L'organisation des transports nécessitait une coordination précise entre la Deutsche Reichsbahn, chemin de fer allemand, et les unités SS chargées des déportations. Chaque opération suivait un protocole standardisé qui commençait par la concentration des victimes sur les Umschlagplatz, ou points d'embarquement généralement situés à la périphérie des ghettos. Là, dans des conditions de surpeuplement extrême, les wagons à bestiaux étaient chargés à un rythme de 60 à 120 personnes par unité. Les trains arrivaient à Treblinka quotidiennement, parfois même 2 ou 3 par jour aux heures de pointe. La grande déportation du ghetto de Varsovie, qui dura du 22 juillet au 21 septembre 1942, fut le point culminant de ce processus. Au cours de cette période, au moins 254 000 personnes ont été transportées de Varsovie, selon les archives ferroviaires et les documents du Judenrat, Conseil juif. Chaque convoi transportait en moyenne entre 5 et 7 000 personnes, avec des pics allant jusqu'à 10 000. Les temps de trajet varient considérablement, de 2 heures seulement depuis Varsovie à 7 jours depuis Thessalonique. Durant ces voyages, les conditions étaient inhumaines. Les wagons scellés manquaient d'eau, de nourriture, d'une ventilation adéquate ou d'installations sanitaires. De nombreux déportés sont morts pendant le voyage, de déshydratation, de suffocation ou d'épuisement. L'organisation de chaque convoi nécessitait une synchronisation précise entre la Deutsche Reichsbahn, la Gestapo locale, et les autorités du ghetto. Dans des villes comme Varsovie, Białystok et Lublin, il existait des services spécifiques au sein des bureaux ferroviaires chargés d'attribuer les wagons, les horaires et les itinéraires à Treblinka. Ces bureaux fonctionnaient avec des formulaires préimprimés indiquant le nombre de personnes à expulser, le poids estimé de la cargaison humaine, les points d'arrêt techniques et les temps de transit estimés. Les SS dictaient les priorités en fonction de la capacité quotidienne du camp, et les commandants de poste recevaient des instructions codées qui évitaient toute référence directe à l'extermination. Ce système a permis de maintenir l'apparence de l'égalité administrative pendant la mise en œuvre d'un programme d'élimination massive. Les crématoriums de fortune, construits à partir de structures métalliques sur des piliers en briques, fonctionnèrent comme de grands grilles à ciel ouvert. La combustion nécessitait des températures supérieures à 800 degrés Celsius pour assurer la réduction efficace des corps en fragments et en cendres. Pour maintenir cette température, les Sonderkommando alimentaient les bûchers avec du bois sec et accéléraient le processus en ajoutant de l'essence et de l'huile recyclée provenant de véhicules militaires. La disposition des corps suivait un modèle alterné de couches humaines et de bois de chauffage, ce qui optimisait le flux d'oxygène. Les tâches d'éclairage étaient effectuées par des prisonniers préalablement formés qui utilisaient des torches à huile ou des mèches trempées. Un bûcher allumé pouvait brûler en continu pendant 48 à 72 heures selon les conditions météorologiques et le volume des corps. Les déportations étaient également un processus ayant des implications financières directes. Les conseils juifs locaux étaient tenus de couvrir les frais de transport de réinstallation, qui comprenaient la location de voitures, la sécurité à bord et l'entretien nominal des passagers.
Le tarif appliqué suivait le schéma de la 3e classe ferroviaire avec toutefois des variantes. 50% de la valeur était facturée pour les enfants de moins de 10 ans et les enfants de moins de 4 ans n'étaient pas comptés. En pratique, les factures comprenaient des suppléments pour des services spéciaux, comme des gardes armés ou des voitures fermées, ce qui augmentait le coût moyen par personne. Cette structure de frais a obligé les communautés elles-mêmes à financer leur déportation, dans un exercice extrême de cynisme administratif. Pendant les périodes de pointe, le terrain fonctionnait pratiquement sans interruption. Le processus suivait un flux précis à sens unique. Déchargement du convoi, séparation et contrôle de la foule, nudité forcée, collecte des objets de valeur, passage par le Schlauch jusqu'aux chambres, gazage et enfin transfert des corps vers des tombes ou des crématoriums. Cette séquence a été calculée pour garder le quai ferroviaire libre pour le prochain convoi en moins de 3 heures, optimisant ainsi la production génocidaire de l'installation. Les chiffres globaux de l'extermination à Treblinka sont accablants. Entre juillet 1942 et août 1943, environ 870 000 personnes ont été assassinées dans ces installations, ce qui en fait le 2e centre d'extermination le plus meurtrier, surpassé seulement par Auschwitz-Birkenau. La répartition par origine montre que le plus grand contingent venait du ghetto de Varsovie, 254 000, suivi de Białystok, 60 000, Częstochowa, 40 000, Radom, 33 000, Lublin, 34 000, et d'autres centres plus petits qui ont contribué ensemble à près de 90 000 victimes. Même de la lointaine Thessalonique, en Grèce, sont arrivés environ 8 000 juifs séfarades. Parallèlement au processus d'extermination physique, un système de dépossession économique de dimension industrielle opérait. Les biens confisqués aux victimes étaient méticuleusement enregistrés, classés et envoyés à diverses destinations au sein du Reich. Les objets de valeur, tels que les montres et les bijoux, étaient envoyés dans des fonderies contrôlées par la Reichsbank. L'argent et les devises étrangères étaient transférés aux services financiers de la SS. Les vêtements et les chaussures en bon état étaient redistribués à la population civile allemande ou à l'armée. L'ampleur de ce pillage systématique est difficile à quantifier précisément, mais des documents ultérieurs récupérés lors du procès d'Odilo Globocznik révèlent des chiffres partiels. Plus de 2700 kg d'or dentaire ont été extraits à Treblinka. Des cartons remplis de bagues, de lunettes, de montres et de bijoux étaient régulièrement envoyés à Berlin. Et le volume de vêtements confisqués aurait suffi à équiper des dizaines de milliers de personnes. La disposition finale des corps a évolué au fil du temps. Au début, les corps étaient déposés dans d'immenses fosses communes creusées à l'aide de machines lourdes. Cependant, des problèmes tels que la décomposition, les odeurs et la contamination potentielle des eaux souterraines, ainsi que des inquiétudes concernant la dissimulation des preuves, ont conduit à la mise en œuvre d'un système de crémation de masse à partir de 1943. Les crématoires improvisés étaient constitués de grilles fabriquées à partir de rails de chemin de fer, placés sur des piliers en briques. Au-dessus de ces structures, on alternait des couches de cadavres et de bois, en ajoutant des combustibles comme l'essence ou l'huile pour entretenir la combustion. Chaque bûcher pouvait contenir jusqu'à 2000 corps et brûlait sans interruption pendant 2 ou 3 jours. Les restes osseux qui n'étaient pas complètement consumés étaient écrasés manuellement avec des maillets ou broyés dans des machines spécifiques et les cendres résultantes étaient dispersées sur le sol ou enterrées dans de nouvelles tombes. Force interne, organisation et fonctionnement des commandements internes. Le fonctionnement quotidien de Treblinka II dépendait fondamentalement d'une structure parallèle de travailleurs forcés, composée de prisonniers juifs sélectionnés directement parmi les transports arrivant au camp. Contrairement aux camps de concentration conventionnels, qui disposaient d'une population carcérale stable, Treblinka fonctionnait avec des équipes tournantes affectées à des tâches spécifiques au sein du circuit d'extermination. Selon les données extraites des archives du procès de Franz Stangl à Düsseldorf, 1970, et des archives allemandes partiellement conservées, en moyenne, entre 700 et 1000 détenus travaillaient simultanément à diverses fonctions. Ce contingent ne représentait qu'une infime fraction du total des déportés, la grande majorité étant envoyée directement dans les chambres à gaz. Le processus de sélection a été absolument pragmatique.
Lors du déchargement des transports, les gardes identifiaient des jeunes hommes robustes ou des individus possédant des compétences techniques spécifiques comme des charpentiers, des cordonniers, des tailleurs ou des métallurgistes. Des personnes possédant des compétences linguistiques ont également été sélectionnées, ce qui était nécessaire pour faciliter la communication avec les déportés d'horizons divers. Une fois sélectionnés, ces prisonniers entraient dans un système compartimenté où chaque groupe avait des fonctions spécifiques et restait physiquement séparé des autres. Cette ségrégation servait deux objectifs: maintenir le contrôle opérationnel et empêcher la circulation d'informations sur le fonctionnement général du camp, ce qui entravait les actes potentiels de résistance coordonnée. Les commandements internes étaient organisés en 5 domaines opérationnels fondamentaux, chacun remplissant des fonctions spécifiques au sein de la machine d'extermination. L'un des groupes était le commando-groupe Bekleidungsamt, qui était chargé de trier les biens personnels confisqués. Entre 40 et 60 prisonniers s'affairaient à ranger méticuleusement vêtements, chaussures, valises, articles ménagers, documents et objets de valeur tels que l'argent, les bijoux et les montres. Ce travail exigeait une précision remarquable et des connaissances spécifiques, notamment l'identification des devises étrangères, la catégorisation des bijoux et le tri des vêtements par type et par état. Un autre groupe était le Sonderkommando Dentales, qui opérait dans la partie supérieure du camp. Leur tâche consistait à extraire des métaux précieux, principalement de l'or et du platine, de la bouche des cadavres. À l'aide d'outils rudimentaires tels que des pinces, des tenailles et des ciseaux, ils inspectaient systématiquement chaque bouche à la recherche de dents de valeur qui étaient ensuite placées dans des boîtes métalliques scellées pour être expédiées ultérieurement à Berlin ou à Lublin où elles étaient refondues. Le commandement de manutention du corps était le plus important et aussi celui qui faisait face aux conditions les plus extrêmes. Composé de 200 à 300 prisonniers, leur travail commença dès que les médecins SS confirmèrent la mort de tous les prisonniers à l'intérieur des chambres à gaz. Ils ouvraient ensuite les portes, traînaient les corps à l'extérieur et les empilaient temporairement selon des critères tels que le sexe, l'âge et la corpulence. Ils ont ensuite inspecté les cavités des corps à la recherche d'objets cachés et ont finalement transporté les corps vers les zones désignées pour leur élimination finale. Le Sonderkommando Knochenmühle était chargé de traiter les restes squelettiques qui n'avaient pas été entièrement consumés lors des crémations. Les fragments ont été broyés manuellement avec des marteaux-pilons ou de petites machines jusqu'à ce qu'ils soient réduits en minuscules particules qui ont ensuite été mélangées à des cendres pour être dispersées ou enterrées, éliminant ainsi toute trace reconnaissable des corps. Enfin, l'équipe d'entretien et de nettoyage était chargée de s'assurer que les installations étaient prêtes pour le prochain cycle d'extermination. Leur tâche comprenait le nettoyage des casernes, des routes, des chambres à gaz et des crématoires. Ils ont retiré le sang, les fluides corporels et tous les types de restes visibles, désinfecté les surfaces métalliques et réorganisé les espaces de travail avec une efficacité mécanique qui répondait à la nécessité de maintenir opérationnelle l'infrastructure du génocide. La survie au sein de ce système a été délibérément limitée. Les commandements internes étaient contrôlés par un régime d'isolement, de surveillance constante et d'élimination tournante. Chaque section opérait dans des zones séparées et clôturées, sans contact avec d'autres groupes, sous la supervision directe d'un sous-officier allemand et de gardes ukrainiens armés qui contrôlèrent strictement les heures d'exécution et les performances individuelles. La conception opérationnelle de Treblinka prévoyait qu'aucun membre des commandos internes ne survivrait plus de 4 à 6 semaines. Une fois physiquement épuisés ou jugés inutiles, ils étaient discrètement conduits au camp supérieur et exécutés, remplacés par de nouveaux prisonniers sélectionnés parmi les transports récents. Outre les groupes opérationnels directement liés au processus d'extermination, le camp comptait un petit nombre de prisonniers affectés à des fonctions techniques spécialisées. Les charpentiers fabriquaient des outils, des caisses de transport et des éléments structurels mineurs pour l'entretien des casernes. Les forgerons étaient chargés de réparer les clôtures, les charnières, les mécanismes de porte et les structures métalliques utilisées dans les crématoriums de fortune. Les tailleurs cousaient des uniformes pour les gardes auxiliaires et les cordonniers réparaient les chaussures réutilisables récupérées auprès des victimes.
Ces ouvriers travaillaient dans des ateliers de fortune, sous surveillance constante, et leur production était régulièrement évaluée par le personnel SS selon des critères d'utilité pratique. La rotation des Sonderkommando suivait une routine soigneusement planifiée. Chaque groupe fonctionnait pendant 4 à 6 semaines, après quoi ils étaient remplacés par étapes pour éviter l'accumulation de connaissances ou de liens entre les prisonniers. Les exécutions des groupes sortants ont eu lieu dans le secteur du lazaret, sous des prétextes administratifs ou médicaux. Ils étaient généralement informés d'un transfert ou d'un repos supposé et étaient conduits à la fosse sous surveillance armée. La sélection du nouveau groupe a eu lieu immédiatement après, en choisissant des jeunes hommes des convois les plus récents, qui ont été évalués physiquement lors du débarquement par des sous-officiers ayant une expérience médicale ou militaire. Les casernes des commandements internes étaient des structures rectangulaires en bois sans isolation thermique. Ils étaient divisés en internes en groupes de travail, et chaque unité disposait de plateformes en bois superposées, comme des lits superposés sans matelas. Les dimensions standards étaient de 25 mètres de long sur 8 mètres de large, avec une seule entrée et une ouverture minimale pour la ventilation. Il n'y avait pas d'éclairage électrique et les nuits se passaient dans l'obscurité totale. Les rations se composaient de pain rationné et de soupe diluée avec des suppléments occasionnels de graisse animale pendant les jours de pointe. Bien que légèrement meilleures que celles des déportés, ces conditions ne suffisaient pas à garantir un minimum de santé aux travailleurs. Les outils utilisés par les prisonniers étaient rudimentaires mais fonctionnels. Les personnes chargées de traiter les cadavres utilisaient des crochets en fer pour traîner les corps, des brouettes en métal avec des roues en bois et des pelles ordinaires pour enlever la terre ou les cendres. Les membres du Dental Sonderkommando utilisaient des pinces et des ciseaux chirurgicaux dont beaucoup provenaient de fournitures médicales récupérées. Pour broyer les os, on disposait de maillets en acier massif et de mortiers improvisés, fabriqués à partir de pièces de machines agricoles. Ces outils étaient stockés dans des entrepôts gardés par des gardes, et leur distribution suivait un inventaire quotidien supervisé par des sous-officiers techniciens. La structure hiérarchique du système de travail suivait un modèle pyramidal militarisé avec des lignes de commandement claires. Au sommet se trouvaient les commandants du camp, Franz Stangl en premier, suivi de Kurt Franz. Les gardes auxiliaires ukrainiens constituaient le niveau intermédiaire de contrôle chargé de la surveillance du périmètre, de la sécurité lors du débarquement et des exécutions ciblées. Dans certains commandos, les SS désignaient un prisonnier comme chef ou capot, lui accordant une autorité limitée sur les autres, bien que ces capots soient fréquemment remplacés pour éviter la consolidation des structures de pouvoir interne. Les conditions de vie de ces travailleurs forcés n'étaient que légèrement meilleures que celles des autres déportés. Ils recevaient des rations légèrement plus élevées, principalement pour maintenir leur capacité de travail à court terme, et disposaient de baraquements séparés où ils dormaient entassés sur des plateformes en bois sans matelas ni couvertures adéquats. Le système de santé était pratiquement inexistant, ce qui entraînait de fréquentes épidémies de typhus et de dysenterie. Malgré les mesures de contrôle extrêmes, un réseau de résistance clandestin émergea progressivement au sein de ces commandements internes. Profitant de la relative mobilité de certains groupes, comme ceux chargés du tri ou du nettoyage, certains prisonniers établirent des canaux de communication rudimentaires qui s'avéreront cruciaux dans la planification du soulèvement d'août 1943. Perturbation du système. Le soulèvement du 2 août 1943. Au cours de la première moitié de l'année 1943, les prisonniers des commandements internes de Treblinka remarquèrent des changements importants dans le fonctionnement du camp. La fréquence des transports commença progressivement à diminuer et les officiers SS entamèrent des procédures pour éliminer les preuves physiques de l'extermination de masse. Ces indices, combinés à l'expérience de camps similaires tels que Sobibor et Belzec, ont conduit à une conclusion inévitable. Treblinka achevait son cycle opérationnel dans le cadre de l'opération Reinhard, ce qui signifierait inévitablement l'exécution de tous les travailleurs forcés pour éliminer les témoins. Face à cette perspective, un groupe de prisonniers a commencé à planifier secrètement un soulèvement. Le comité d'organisation était composé de personnes possédant des compétences techniques ou une expérience militaire pertinente. Parmi les dirigeants se trouvait Julian Choronjicki, un médecin qui avait servi dans l'armée polonaise, Marceli Galewski, ancien officier militaire,
Zelomir Blok, soldat tchécoslovaque, et Eugeniusz Turowski, un serrurier qui serait essentiel pour accéder à l'arsenal du camp. La planification de la mutinerie s'est heurtée à des obstacles considérables. Les prisonniers opéraient en groupe isolé avec des mouvements restreints et sous surveillance constante. Tout comportement suspect pourrait entraîner une exécution immédiate. Malgré ces limitations, le comité a réussi à établir un réseau clandestin qui s'étendait sur les différents commandements de travail, profitant notamment de la mobilité relative du personnel de nettoyage et d'entretien. Le plan opérationnel a été élaboré au cours de semaines de préparation méticuleuse. Leurs objectifs étaient clairs: accéder à l'arsenal pour obtenir des armes, provoquer des incendies à des points stratégiques qui engendreraient de la confusion, neutraliser les gardes-clés et faciliter l'évasion massive des prisonniers dans les forêts environnantes. Il ne s'agissait pas d'une insurrection conventionnelle avec l'espoir d'une victoire militaire, mais d'une action désespérée pour permettre à au moins certains de survivre pour témoigner des crimes de Treblinka. Les préparatifs techniques ont progressé progressivement. Turowski, profitant de sa position dans l'atelier de maintenance, a réussi à fabriquer un double de la clé du dépôt d'armes à partir d'une empreinte de cire obtenue subrepticement. D'autres conspirateurs, travaillant au commandement du tri des biens, détournaient systématiquement de petites quantités d'objets utiles: couteaux, ciseaux, outils en métal et bouteilles en verre, des limes, des marteaux et d'autres outils pouvant potentiellement servir d'armes improvisées ont été discrètement volés dans les ateliers d'usinage. Un élément crucial était l'accumulation progressive de matériaux inflammables. De petites quantités d'essence et d'huile, volées dans des véhicules et des générateurs, étaient cachées dans des conteneurs dissimulés sous la caserne. Des dispositifs incendiaires rudimentaires ont été fabriqués à partir de bouteilles en verre, de carburant et de chiffons, en dissimulant soigneusement les matériaux à divers endroits du camp. La date choisie était le 2 août 1943, un lundi. Ce choix n'était pas un hasard. Le lundi, il y avait généralement moins de transports qui arrivaient, ce qui réduisait la présence des gardes sur le quai d'accueil. De plus, ce jour-là, plusieurs officiers SS, suivant une coutume établie, s'absentaient souvent brièvement pour se baigner dans la rivière Bug pendant l'après-midi, affaiblissant temporairement la chaîne de commandement. L'heure fixée était 16 heures, heure à laquelle la chaleur intense réduisait la vigilance et où la majeure partie du travail de la journée était déjà terminée. Cependant, un incident imprévu a modifié le déroulement prévu. Vers 15h45, un garde ukrainien a intercepté un prisonnier qui cachait de l'argent dans la zone de tri des effets personnels. L'interrogatoire qui a suivi a menacé de révéler certains aspects du complot, forçant les organisateurs à avancer le début du soulèvement. À 15h50, le signal d'urgence est donné et une grenade volée à l'arsenal est lancée sur le bâtiment administratif principal. Les événements se sont enchaînés rapidement à partir de ce moment-là. Entre 15h51 et 4h10, des incendies simultanés se sont déclarés dans plusieurs parties du camp. Les flammes se sont rapidement propagées aux casernes du personnel et aux bureaux d'archives, où étaient conservés les documents relatifs aux transports et aux victimes. Des groupes de prisonniers ont attaqué des gardes isolés en utilisant des armes improvisées et les quelques armes à feu obtenues de l'arsenal. Les miradors ont réagi immédiatement, ouvrant le feu sans discrimination sur les zones où des mouvements étaient détectés. Simultanément, un groupe de prisonniers a réussi à couper partiellement la clôture arrière du camp, créant un point d'évasion pour des centaines de détenus qui ont désespérément couru dans la forêt adjacente. D'autres ont tenté d'ouvrir les portes principales, avec un succès limité en raison de la plus grande concentration de gardes dans cette zone. Entre 4h30 et 7h, l'incendie s'est considérablement propagé, générant un épais nuage de fumée qui a gêné la visibilité et la coordination de la réponse nazie. Les alarmes retentirent en permanence et les SS réussirent à établir une communication radio avec des unités extérieures demandant des renforts urgents. Des patrouilles mobiles furent rapidement organisées autour du camp pour intercepter les fugitifs. La réponse de l'administration SS fut énergique. Au moins 3 tours de guet équipés de mitrailleuses MG-34 maintenaient un feu continu sur les zones ouvertes. Des groupes mobiles composés de SS et de Travniki, armés de fusils Mauser et de chiens renifleurs, ont commencé à patrouiller systématiquement le périmètre et les sentiers forestiers à proximité.
Le système d'alerte régional a été activé, mobilisant des unités supplémentaires des champs voisins. Au cours des heures qui ont suivi, une intense chasse à l'homme a eu lieu dans les bois environnants. Des véhicules militaires équipés de haut-parleurs ont ratissé les villages voisins, avertissant la population locale de ne pas apporter d'aide aux fugitifs sous peine de mort. La réponse nazie ne s'est pas limitée à la capture des évadés. À l'intérieur du camp, Kurt Franz ordonna l'exécution immédiate de prisonniers non identifiés ou soupçonnés de complicité, même sans preuve concrète. L'évaluation quantitative du soulèvement révèle à la fois son ampleur et ses limites. Des quelques 840 prisonniers présents dans le camp ce jour-là, entre 300 et 400 réussirent à s'échapper pendant l'émeute. Cependant, au cours de la fuite immédiate, entre 100 et 150 furent abattus par les miradors ou touchés par les patrouilles de poursuite. Dans les jours suivants, entre 150 et 200 personnes furent reprises dans les bois et exécutées sommairement. Seulement 60 à 70 personnes survécurent jusqu'à la fin de la guerre, se réfugiant auprès des unités de partisans ou cachées par la population locale qui défiait les ordres allemands. Les dégâts matériels causés au camp ont été importants, même s'ils n'ont pas détruit sa capacité opérationnelle de base. L'incendie a consumé une partie de l'entrepôt de vêtements, quelques bureaux administratifs et a partiellement endommagé le système de communication. Toutefois, les installations centrales d'extermination, notamment les chambres à gaz, n'ont pas été sensiblement touchées. Au cours du soulèvement, les rebelles ont réussi à voler environ 25 armes de poing, 5 fusils et quelques grenades, selon les estimations présentées plus tard au procès de Franz Stangl. Bien que les installations n'aient pas été complètement détruites, l'impact stratégique du soulèvement fut décisif. Quelques semaines plus tard, le haut commandement SS de Lublin, évaluant les risques de sécurité et considérant que le camp avait rempli sa fonction première, ordonna sa fermeture définitive. Les actions ultérieures comprenaient la fermeture progressive de toutes les installations entre août et octobre 1943, l'exécution des prisonniers restants et la mise en œuvre intensifiée de l'Action 1005 visant à éliminer toutes les preuves matérielles du génocide. L'impact humain du soulèvement va au-delà des chiffres objectifs. Les survivants qui ont réussi à échapper à la capture sont devenus des témoins cruciaux pendant la période d'après-guerre. Des personnalités telles que Samuel Willenberg, Richard Glazar, Jean-Kiel Wiernik et Abraham Bomba ont pu fournir des témoignages détaillés sur la structure, le fonctionnement et l'ampleur de l'extermination à Treblinka. Ces déclarations allèrent s'avérer cruciales dans les poursuites judiciaires ultérieures contre Franz Stangl, Kurt Franz et d'autres auteurs. Action 1005, élimination des preuves et fermeture du camp. Lorsque la machine d'extermination de Treblinka eut atteint son objectif principal, en éliminant la plupart des communautés juives du gouvernement général de Pologne, les autorités nazies furent confrontées à un nouveau défi, effacer toutes les traces physiques de leurs crimes. Ce processus, officiellement connu sous le nom d'Action 1005, représentait un effort systématique visant à éliminer les preuves matérielles du génocide, en anticipant d'éventuelles enquêtes futures si l'Allemagne perdait la guerre. La conceptualisation de l'Action 1005 est venue directement du plus haut niveau de la hiérarchie nazie. Heinrich Himmler, Reichsführer SS et l'un des principaux architectes de l'Holocauste, autorisa personnellement l'opération en juillet 1943. Le déclencheur immédiat fut la découverte par les forces allemandes des fosses communes de Katyn, où des milliers d'officiers polonais avaient été exécutés par le NKVD soviétique. Cette découverte, que les Allemands ont largement utilisée à des fins de propagande, a suscité des inquiétudes quant au fait qu'une retraite militaire permettrait aux Alliés de découvrir des preuves similaires de crimes nazis. L'exécution technique du plan fut initialement confiée au SS Standartenführer Paul Blobel, qui avait acquis de l'expérience en matière d'exécution de masse en tant que commandant du Sonderkommando 4A, responsable du massacre de Babi Yar en Ukraine. Blobel a développé des procédures spécifiques pour l'exhumation et la crémation des cadavres, qui seraient appliquées sur tous les sites d'extermination de l'Est, y compris Treblinka, Belzec et Sobibor. La mise en œuvre locale à Treblinka était dirigée par le dernier commandant du camp, Kurt Franz, suite au soulèvement du 2 août 1943, qui avait accéléré la décision de fermer définitivement le centre d'extermination,
Franz reçut l'ordre précis d'éliminer toute trace physique de l'opération. Pour mener à bien cette tâche, un commando spécial fut formé, composé de prisonniers juifs spécifiquement sélectionnés, qui travailleraient sous une surveillance armée stricte, sachant qu'ils seraient exécutés une fois leur travail terminé. La première phase de l'opération a consisté en la destruction physique des installations. Les chambres à gaz, épicentre de l'extermination, ont été détruites à l'aide d'explosifs placés stratégiquement à des points structurels. Selon le témoignage ultérieur de Franz lors de son procès à Düsseldorf, des charges contrôlées ont été utilisées pour démolir systématiquement les toits, les murs et les fondations. Les débris ont été retirés et dispersés pour rendre difficile l'identification future de leur fonction d'origine. Le processus de démantèlement s'est étendu à toutes les structures du camp. La caserne où étaient triés les biens des victimes a été entièrement démantelée. Le quai ferroviaire, les bâtiments administratifs, les tours de guet et les clôtures d'enceinte ont été démantelés. Des matériaux recyclables tels que le bois, le métal, les câbles électriques et les portes étaient transportés vers d'autres camps ou utilisés dans des fortifications défensives contre l'avancée soviétique. Ce démantèlement méthodique a duré environ 3 semaines, effectué par des équipes du Sonderkommando sous une surveillance armée constante. Les machines techniques utilisées pour l'extermination ont également été retirées. Les moteurs utilisés pour produire du monoxyde de carbone dans les chambres à gaz, les outils utilisés pour manipuler les cadavres et les systèmes auxiliaires ont été démontés et transportés hors du périmètre. Dans le même temps, toute la documentation interne relative au transport, aux victimes et aux procédures opérationnelles a été systématiquement brûlée dans des incendies contrôlés. La tâche la plus macabre et la plus complexe fut l'élimination des restes humains des quelques 870 000 victimes. Au cours de la première année d'opération, la plupart des corps ont été enterrés dans d'énormes fosses communes mesurant jusqu'à 100 mètres de long et 10 mètres de profondeur. À partir de 1943, sur ordre d'Himmler, un processus de crémation avait commencé, mais il restait encore des centaines de milliers de corps enterrés qui devaient être exhumés et brûlés pour éliminer les preuves. La méthodologie utilisée dans cette phase a été développée techniquement. Des excavatrices mécaniques et des grues venues de Lublin et de Maukinia ont été utilisées pour ouvrir les fosses massives. Les corps, dans divers états de décomposition, ont été retirés et stockés temporairement. Un groupe d'environ 300 prisonniers travaillait en équipe continue, jour et nuit, dans des conditions que le SS Unterscharführer Franz Suckel décrirait plus tard comme indescriptibles à cause de la puanteur et de la décomposition avancée. Pour les crémations de masse, d'énormes bûchers étaient construits à l'aide de voies ferrées. Ces rails étaient placés sur des piliers en briques d'environ 5 mètres de haut, formant des grilles d'incinération. Au-dessus de ces structures, des couches de cadavres et de bois étaient alternées en ajoutant des combustibles tels que l'essence et les huiles récupérées pour entretenir la combustion. Chaque bûcher pouvait contenir entre 1500 et 2000 corps et brûlait continuellement pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce que les restes soient réduits en cendres et en fragments d'os. Le procédé a été optimisé au fil du temps, permettant de faire fonctionner jusqu'à 6 bûchers simultanément avec une capacité estimée à 12 000 corps par jour. Cependant, la crémation n'a pas complètement éliminé tous les restes. Les eaux carbonisées et autres fragments ont été retirés manuellement et traités par broyage. Des masses, des rouleaux métalliques et, éventuellement, des machines spécifiques ont été utilisées pour pulvériser ces déchets en minuscules fragments. Les cendres et les résidus osseux résultants ont reçu divers traitements finaux. Certains ont été mélangés à la terre et répartis sur le champ, d'autres furent enterrés dans de nouvelles tranchées plus profondes, et une partie du matériel a été jetée directement dans la rivière Bug. Dans les cas où la quantité était particulièrement importante, les chargements étaient transportés par camion pour être dispersés dans des zones forestières reculées. L'objectif était de disperser les restes de telle manière qu'il soit impossible de quantifier ultérieurement le nombre total de victimes. Une fois le processus de crémation terminé, la parcelle a subi une rénovation physique complète pour éliminer toute trace visuelle de sa fonction antérieure. La surface où se trouvaient les chambres à gaz et les fosses a été nivelée avec de la terre fraîche apportée des zones adjacentes. Des jeunes arbres, principalement des sapins et des peupliers, ont été plantés selon des motifs irréguliers pour simuler la croissance naturelle.
Pour renforcer l'apparence de normalité agricole, du seigle, du lupin et des fleurs sauvages ont été plantés dans toute l'ancienne zone de champs. Comme dernier élément de camouflage, une petite ferme avec une cabane en bois a été construite où était logé un paysan ukrainien. Leur présence avait pour but de donner de la crédibilité au récit officiel, selon lequel le site n'avait jamais abrité de centre d'extermination mais avait toujours été une zone agricole conventionnelle. Cette opération de dissimulation fut menée à bien en 6 semaines environ et se termina en octobre 1943. Pour un observateur occasionnel ou même depuis les airs, la zone semblait être une zone rurale ordinaire sans caractéristiques distinctives. Les caractéristiques topographiques qui auraient pu indiquer l'existence antérieure de fosses ou de structures ont été délibérément modifiées pour masquer tout signe révélateur. La phase finale de l'action 1005 à Treblinka comprenait l'élimination des derniers témoins. Les prisonniers qui avaient travaillé au démantèlement et à la crémation ont été transférés dans d'autres camps et ensuite exécutés. Le personnel SS et les gardes auxiliaires furent pour la plupart réaffectés au front de l'Est ou à d'autres camps de concentration, dispersant ainsi les participants directs aux opérations d'extermination. Cependant, malgré ces efforts méticuleux, l'opération de dissimulation n'a pas pleinement atteint son objectif. Le 26 juillet 1944, des unités avancées de l'armée rouge sont entrées dans la région après avoir libéré la gare ferroviaire voisine de Małkinia. Le site de l'ancien camp a été inspecté par des commissions soviétiques et polonaises spécialisées, dont la Commission extraordinaire soviétique pour l'enquête sur les crimes de guerre et des délégués du Comité central juif polonais. Malgré le camouflage nazi élaboré, les enquêteurs ont trouvé des preuves significatives. Des milliers de fragments d'os et de dents humains sont restés éparpillés sur le sol, faisant surface surtout après de fortes pluies. De nombreux objets personnels partiellement brûlés ont été retrouvés, boutons, ustensiles, peignes et dentiers. Des explorations plus poussées ont révélé des restes de rails et de structures métalliques enfouies superficiellement, ainsi que des dépôts de cendres dans des fosses couvertes. Les rapports d'expertise ont conclu que, bien que les chambres à gaz aient effectivement été détruites, la disposition des restes et l'emplacement des tranchées confirmaient une opération d'extermination systématique. Ces constatations physiques, combinées aux témoignages des quelques survivants du soulèvement, ont permis de reconstituer progressivement l'ampleur et les méthodes du génocide perpétré à Treblinka. Au cours des années et des décennies qui ont suivi, plusieurs membres du personnel de Treblinka ont été poursuivis en justice pour leur implication dans ces crimes. Paul Blobel, l'architecte de l'action 105, fut capturé en 1945 et jugé à Nuremberg dans le cadre du procès des Einsatzgruppen. Condamné à mort en 1948, il est exécuté le 7 juin 1951 à la prison de Landsberg. Franz Stangl, commandant de Treblinka entre septembre 1942 et août 1943, réussit dans un premier temps à s'échapper au Brésil. Localisé en 1967 par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal, il fut extradé vers l'Allemagne et jugé à Düsseldorf. Le 22 décembre 1970, il est condamné à la prison à vie pour complicité dans le meurtre d'au moins 400 000 personnes. Il meurt d'une insuffisance cardiaque 6 mois plus tard, le 28 juin 1971, après avoir donné une série d'interviews dans lesquelles il reconnaissait partiellement sa responsabilité. Kurt Franz, dernier commandant adjoint du camp et superviseur direct de l'action 1005 locale, a été jugé lors du procès dit de Treblinka qui s'est tenu à Düsseldorf entre 1964 et 1965. Condamné à la réclusion à perpétuité pour son implication dans le meurtre d'au moins 300 000 personnes, il est resté en prison jusqu'en 1993, date à laquelle il a été libéré pour raison de santé. Outre ses affaires principales, au moins 17 officiers et gardes auxiliaires ont été confrontés à divers procès en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Union soviétique entre 1946 et 1980. Aujourd'hui, sur le site de Treblinka 2, un impressionnant mémorial commémore les victimes. Des milliers de pierres dressées, ressemblant à des pierres tombales, symbolisent les communautés juives anéanties. Au centre, une grande structure de granit fissuré représente les chambres à gaz et la fragmentation irréparable de la civilisation qui a permis de telles atrocités.
Ce mémorial rend non seulement hommage à ceux qui y ont péri, mais constitue également un témoignage durable des efforts nazis pour effacer leurs crimes de la mémoire humaine.